Bonjour, je suis Philippe Fabry, bienvenue dans votre bulletin géopolitique du 17 au 23 juillet 2023. Nous commençons avec la Turquie. Du 17 au 19 juillet, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a entrepris une tournée en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. C'était sa première visite officielle depuis sa réélection du 28 mai. Avant son départ, il avait exprimé l'idée que l'objectif principal de ces rencontres était de renforcer les investissements mutuels et les liens commerciaux entre la Turquie et les pays du Golfe, puisqu'il s'agit en particulier de tenter d'améliorer la position économique de la Turquie, qui souffre d'une crise importante depuis plusieurs années. Et donc Erdogan est en quête d'investissement en même temps qu'il tente, j'en ai parlé dans le précédent bulletin, de rétablir une certaine stabilité monétaire dans son pays. Lors de la visite en Arabie Saoudite, il a conclu plusieurs accords majeurs couvrant les domaines de l'énergie, des investissements, des médias et de la défense. Les médias d'État estiment que la valeur totale de ces accords dépasse les 50 milliards de dollars. Parmi ces accords, 2 contrats d'armement ont été conclus avec la société turque Baykar, qui fabrique les fameux drones Bayraktar, et dont l'un des co-dirigeants est un gendre d'Erdogan. Le PDG de Baykar a qualifié ce partenariat du plus gros contrat d'exportation en matière de défense et d'aviation de l'histoire de la République turque, bien qu'il n'ait pas divulgué le montant exact de l'accord dans son tweet. Selon les déclarations du ministre saoudien de la Défense, Khaled Ben Salman, l'Arabie Saoudite a l'intention d'acquérir des drones dans le but de renforcer la préparation de ses forces armées et les capacités de défense et de fabrication saoudiennes dans ce domaine. Ces accords semblent refléter un renforcement des relations bilatérales entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, avec des implications potentiellement importantes dans le domaine économique et sécuritaire pour les deux pays. Du côté de l'Arabie Saoudite, il s'agit sans doute de trouver toujours ce nouvel équilibre depuis la réouverture des relations diplomatiques avec l'Iran. En Afrique, lundi, Israël a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental, et l'Algérie a estimé immédiatement que cette décision diplomatique était une violation flagrante du droit international. Congo-Rwanda. Ce mercredi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont rapporté que l'armée rwandaise prévoyait officiellement d'envoyer des troupes supplémentaires au Nord Kivu, où elle soutient déjà les rebelles du M23. Selon un communiqué émis le 18 juillet à Kigali, la capitale de la République démocratique du Congo, cette décision aurait été prise par les autorités rwandaises en raison d'une prétendue menace imminente d'une attaque des organisations qui sont, j'en ai parlé lors du précédent bulletin, qui sont des organisations dirigées par des Hutus anciens responsables du génocide rwandais, qui sont au Congo. Et donc ce serait les Rwandais voudraient intervenir au titre d'une menace de l'attaque de ces forces présentes au Congo contre les intérêts rwandais sur le territoire du Rwanda. Je rappelle que le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU, publié en juin dernier, a confirmé le soutien du Rwanda au M23, et en réponse, Kigali accuse à son tour Kinshasa, donc le Rwanda accuse le Congo, d'être responsable de multiples violations de l'intégrité territoriale du Rwanda et d'entreprendre une guerre ouverte contre le pays. Dans le même temps, le président de la République du Congo, qu'il ne faut pas confondre avec la République démocratique du Congo, la République du Congo c'est beaucoup plus petit, c'est 5 millions d'habitants et ça donne sur l'océan Atlantique, alors que la République démocratique du Congo c'est énorme, il y a plus de 110 millions d'habitants et c'est celui dont je vous parle habituellement. Donc le président de la République du Congo effectue une visite d'État au Rwanda jeudi dernier, et il a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame pour discuter notamment de la coopération agricole entre les deux pays. Une rencontre qui intervient après la signature d'un accord controversé l'année précédente qui attribuait près de 12 000 hectares de terres agricoles congolaises à des sociétés rwandaises. Des ONG ont vivement critiqué cette cession de territoire, la qualifiant d'anticonstitutionnelle. Aux États-Unis, depuis le printemps 2022, la Réserve fédérale américaine envisage d'effectuer sa 11e hausse des taux la semaine prochaine. Certains analystes prévoient un ralentissement en douceur de l'économie américaine. Parallèlement, en zone euro, la Banque centrale européenne pourrait également relever ses taux lors de la prochaine réunion de ses gouverneurs. Selon les minutes de la réunion publiée jeudi, qui ont été publiées jeudi, mais la réunion était en juin, la Banque centrale européenne a affirmé sa détermination à adresser un signal fort face à l'inflation et à continuer le resserrement progressif des conditions de crédit.
Cela suggère donc que des hausses des taux pourraient suivre, mais contrairement aux États-Unis, la zone euro présente un risque plus important de prolonger la récession actuelle avec une telle hausse des taux, et donc un resserrement des politiques monétaires pourrait aggraver encore la situation économique du vieux continent et entraîner une croissance atone, selon la Tribune. Au niveau de l'Europe, après une semaine marquée par le psychodrame, l'économiste américaine Fiona Scott Morton a finalement décidé de se retirer de sa désignation comme économiste en chef de la Direction générale de la concurrence. Son recrutement avait suscité un tollé, j'en ai parlé la semaine dernière, et donc elle a considéré qu'elle ne pourrait pas mener à bien sa mission sans le plein soutien de l'Union européenne. Cette situation intervient à un moment où les Européens se préparent à voter pour élire un nouveau Parlement en juin prochain. Les élections seront en juin 2024. Les partisans les plus fervents de l'intégration européenne restent perplexes, voire incrédules, suite à cet épisode qui remet en question les promesses de souveraineté européenne faites en 2019 par Ursula von der Leyen. Je renvoie à mon dernier live pour plus de détails sur cette question. Lors d'une réunion de la Commission énergie du Parlement européen, les eurodéputés ont réussi à parvenir à un accord politique mardi 18 juillet pour réintroduire le nucléaire parmi les technologies vertes privilégiées pour l'industrie décarbonée en Europe. La Commission européenne, sous la pression de la nécessité de réindustrialiser l'Europe, avait proposé en mars dernier un règlement qui devait faciliter le développement d'une industrie décarbonée plus autonome au sein de l'Union européenne, appelé Net Zero Industry Act. NZIA. Suite à cela, les députés ont pris le sujet en main et confié la rédaction d'un rapport préliminaire à un conservateur allemand, Christian Heller, du Parti populaire européen. Mardi, donc, les membres de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ont conclu un accord politique sur une partie du texte qu'ils défendront lors des prochaines négociations pour finaliser le règlement. Quelques jours auparavant, l'Alliance européenne du nucléaire avait rassemblé 14 pays membres en marge du Conseil des ministres européens de l'énergie le 11 juillet et appelé au respect du principe de neutralité technologique et à l'intégration de l'atome à ce titre dans les mécanismes de fonctionnement déjà en place pour les énergies renouvelables. Russie, Biélorussie, Loukachenko a été reçu par Vladimir Poutine ce week-end. Le président russe aurait informé son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, donc que la contre-offensive ukrainienne lancée début juin pour repousser les forces russes hors d'Ukraine aurait échoué, selon les agences de presse russes. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont aussi discuté du cas du groupe paramilitaire Wagner, puisque c'est la première fois qu'ils se rencontraient depuis le coup d'État. Et nous apprenons dans Le Monde que Loukachenko a assuré devant Vladimir Poutine qu'il gardait Wagner dans le centre de son pays, qu'il affirmait contrôler la situation, mais il a également indiqué, chose intéressante, ils ont commencé à nous fatiguer, ils demandent à aller vers l'ouest, à Varsovie et Rzeszów, en Pologne, a déclaré M. Loukachenko. Ils sont de mauvaise humeur, a-t-il noté sans plus de détails. Donc ce qui semble montrer maintien de la combativité des troupes de Prigojine et une volonté d'en découdre directement peut-être avec des pays de l'OTAN, notamment la Pologne. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a accusé Loukachenko a accusé Varsovie de vouloir transférer des territoires de l'ouest de l'Ukraine à la Pologne, reprenant ainsi le narratif russe en vogue depuis le début de la guerre et qui était encore repris par Poutine ce vendredi. Ces déclarations ont suscité naturellement des tensions avec la Pologne qui a convoqué l'ambassadeur de Russie en urgence pour exprimer son mécontentement face à ces propos jugés provocateurs du président russe. La Pologne, inquiétée par la présence de Wagner en Biélorussie, a d'ailleurs commencé à déplacer ses troupes vers la frontière biélorusse. Selon Euronews, les Polonais affirment qu'au moins 1000 mercenaires du groupe Wagner campent à environ 80 km de la capitale de la Biélorussie, Minsk, et que les infiltrations russes en Pologne se sont multipliées ces dernières semaines, sans qu'on sache exactement de quelle nature sont ces infiltrations. En Asie, dans le contexte d'expansion de l'influence chinoise en direction des îles Salomon, dont j'ai parlé dans le précédent bulletin, le vendredi 21 juillet, l'Australie a lancé un vaste exercice militaire conjoint en collaboration avec les États-Unis et une douzaine d'autres pays. Exercice qui a été suivi par un navire espion chinois selon un officier supérieur australien. Cet exercice biennal, qui est baptisé Talisman Sabre, réunit plus de 30 000 militaires issus de 13 pays, dont la Grande-Bretagne, le Japon, l'Indonésie, le Canada et la France.
Cet exercice conjoint doit se poursuivre jusqu'au 4 août en impliquant des entraînements à terre, des débarquements amphibies et des manœuvres aériennes, terrestres et maritimes. Cette année, la majeure partie de l'exercice se déroule dans l'état du Queensland, la région du nord-est de l'Australie qui fait face aux îles Salomon et donc où Canberra cherche à renforcer sa présence militaire. Enfin, Inde, à la suite de sa visite en France, l'Inde de Narendra Modi a annoncé commander 26 avions Rafale supplémentaires. Le contrat devrait être signé l'an prochain et porterait à 62 la flotte de Rafale de l'Inde. Par ailleurs, ces derniers mois, Airbus a engrangé des commandes records de 750 avions des compagnies aériennes Air India et Indigo, ce qui confirme encore une fois l'intérêt économique, la montée en puissance de l'Inde et l'intérêt économique du rapprochement entre l'Occident et l'Inde, et donc notamment l'Union européenne et notamment la France avec l'Inde, mais également l'Allemagne a fait beaucoup d'efforts en ce moment, cherchant à trouver une alternative à la Chine pour ses liens commerciaux extérieurs. Voilà pour ce bulletin, je vous retrouve bientôt pour d'autres formats, d'ici là ne vous laissez pas faire.